Bonjour à tous. Alexandre Benalla s'explique. Dans un entretien accordé au Monde, une interview soigneusement préparée, nous dira Antoine Marette. En même temps, si j'ose dire, Alexis Kohler répondait aux questions de la commission d'enquête sénatoriale. Le secrétaire général de l'Élysée, l'homme au cœur du palais, Sophie Delpont, a suivi cette audition. C'est presque l'entente cordiale, commerciale, entre les USA et l'Europe après la rencontre hier entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker. La hache de guerre est-elle enterrée? Quentin Nickenson nous dira s'il s'agit bien d'une victoire européenne. Et nous serons en ligne avec Lionel Fontanier, économiste spécialiste du commerce international. Tout de suite après ce journal, nous retrouverons Mélis Bessery en direct de Nantes, aujourd'hui à l'occasion du festival Voyage à Nantes. Au menu de sa grande table d'été, une grande exposition consacrée à la bande dessinée asiatique et le portrait de l'artiste plasticien Philippe Ramette, dont les œuvres s'exposent justement dans les rues de Nantes. Un rendez-vous à 12h45. Alexandre Benalla a parlé. L'homme qui donne son nom à l'affaire qui secoue la Macronie a accordé une longue interview au Monde. Rappelons qu'il est mis en examen pour avoir malmené, frappé 2 manifestants le 1er mai, place de la Contrescarpe. Antoine Marette, bonjour. Bonjour. Vous avez lu cet entretien réalisé dans un contexte qui laisse penser que rien n'a été laissé au hasard. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. L'entretien s'est déroulé hier à Paris, au domicile de Marc Francelet, un ancien journaliste sulfureux reconverti dans la communication et les affaires. La séance photo est assurée par une proche du couple Macron, Michel Marchand, une figure de la presse People. Alexandre Benalla n'est pas un homme seul et on retrouve tout au long de cette interview ce culot décrit par ceux qui l'ont approché. Il s'exprime dans un langage très familier. J'emmerdais pas mal de monde alors que je faisais juste mon travail, assure-t-il. Le mec a une force décuplée, dit-il à propos de l'homme qui l'a malmené, ou encore à propos des syndicats de police qui l'accablent. Ils ne disent que des conneries, ils ont trouvé le moyen d'exister alors qu'ils sont très affaiblis au sein de la police nationale. Alexandre Benalla reconnaît tout juste une faute, avoir accepté de participer en tant qu'observateur à la manifestation du 1er mai aux côtés de la police. Accepté, car selon lui, il n'en est pas à l'initiative. Il est l'invité par le chef d'état-major à la préfecture de police. Les coups place de la Contrescarpe, il n'en a pas donné, alors que les images, vidéos, semblent dire le contraire. Et pourquoi être intervenu ? Au nom de l'article 73 du Code de procédure pénale, tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur d'un délit. Il concède juste une faute politique, pas un délit. Il n'aurait pas dû s'exposer ainsi, car en le faisant, c'est le chef de l'État qui a été atteint par des policiers et des politiques. Alexandre Benalla se considère comme un point d'entrée pour atteindre Emmanuel Macron, un maillon faible qui ne doute de rien et surtout pas de lui-même. Merci Antoine Marette. Second temps fort de cette matinée, l'audition d'Alexis Kohler devant la commission d'enquête du Sénat. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire le patron du cabinet du président de la République. Nous sommes donc dans le cercle le plus proche d'Emmanuel Macron. Sophie Delpont, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi cette audition qui aura duré 2h30 à peu près. Pas de révélation fracassante. Alexis Kohler a ajouté, disons, sa voix au cœur élyséen. Oui, dans le sillage d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler assume lui aussi la sanction décidée envers Alexandre Benalla au lendemain de la découverte de la vidéo du 1er mai. Il déroule les mêmes éléments de langage aussi que ceux utilisés par le directeur de cabinet Patrick Stroda. Il s'agissait selon lui d'une sanction proportionnée à ce moment-là. Le secrétaire général de l'Élysée souligne lui aussi les qualités d'Alexandre Benalla, décrit comme très disponible et très engagé, ajoutant aussi l'argument de la diversité. Et c'est tout à fait vrai qu'Alexandre Benalla avait un profil différent par rapport au type de profil qu'on rencontre fréquemment dans les couloirs de l'Élysée. Et je pense que le président de la République a dit que c'était quelque chose dont on pouvait être fier. Parce que c'est important aussi que les services de la présidence de la République soient à l'image de notre pays. Une remarque qui provoque l'agacement de plusieurs sénateurs présents lors de la commission. Interrogé à propos des déclarations du secrétaire général d'unité SGP Police FO mardi devant cette même commission du Sénat, dénonçant l'existence au sein du groupe de sécurité du président de la République de personnel privé qui ne sont ni issus de la police ni de la gendarmerie recrutés par Alexandre Benalla, Alexis Kohler dément formellement. Il n'existe pas à l'Élysée de police parallèle, que nous n'employons pas de vigiles privés pour protéger le chef de l'État et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Mais quel était alors le rôle exact d'Alexandre Benalla, interroge le sénateur Les Républicains François Grosdidier, qui dénonce une manière de présenter l'ex-chargé de mission un peu trop légère, cette façon de le présenter, pour être crédible au cours de cette audition, un peu comme s'il s'agissait seulement d'un gentil organisateur des déplacements du président de la République, selon ses mots. Merci Sophie Delpont. Hier, Emmanuel Macron a encore relativisé l'ampleur de cette affaire devant des journalistes. C'est une tempête dans un verre d'eau et pour
Pour beaucoup, dit-il, c'est une tempête sous un crâne. Alors, le président y pensait-il lorsqu'il prononçait cette phrase? En tout cas, pour mémoire, Tempête sous un crâne est le titre du chapitre du roman Les Misérables, dans lequel l'inspecteur Javert, un policier, l'ennemi juré de Jean Valjean, finit par se suicider en se jetant dans la Seine. Le président de la République est en déplacement officiel à Madrid cet après-midi. Les bourses européennes ont réagi très favorablement ce matin à l'accord surprise intervenu hier entre Donald Trump et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Washington, que ce soit à Paris ou Francfort. Accord qui porte sur les relations commerciales entre les deux continents et sur les barrières douanières. Donald Trump parle d'un très grand jour pour le commerce libre. On ne connaît pas encore les détails de cet accord qui touche beaucoup de secteurs, l'industrie, notamment automobile, l'agriculture, l'énergie. Quentin Dickinson, bonjour. Bonjour Ézéchiel, bonjour à toutes et à tous. Que peut-on retenir, autant que faire se peut, de cette amorce de réconciliation ? Eh bien, ce que l'on en retient d'abord, c'est, et vous y faisiez allusion, l'effet de surprise, tant les Européens s'étaient employés à limiter tout espoir d'avancée décisive lors de cette réunion. Vu la nature imprévisible de leur interlocuteur, on comprend leur prudence. À noter aussi, tant qu'à parler de prudence, Jean-Claude Juncker a insisté sur la publication, avant la conférence de presse conjointe, d'une déclaration commune particulièrement précise qu'il serait malaisé de dynamiter par la suite à coups de tweets. Ensuite, c'est un incontestable succès pour les Européens. Il bloque dans un premier temps la menace trumpienne de surtaxer l'importation de voitures et de pièces détachées automobiles. On entend d'ici le soulagement en Allemagne. Et il réamorce les pourparlers destinés à supprimer les surtaxes américaines sur l'acier et sur l'aluminium européen, ainsi bien évidemment que les mesures de rétorsion européennes. Succès européen aussi, parce que l'essentiel des concessions lâchées par M. Juncker sont bien loin d'être douloureuses pour l'économie de l'UE. Prenons par exemple l'engagement à importer davantage de soja américain, pas de problème. Le prix du soja s'est écroulé aux États-Unis depuis les mesures de rétorsion chinoises. L'UE fait une bonne affaire. Autre exemple, l'engagement à importer davantage de gaz naturel liquéfié américain. Cela tombe bien, l'UE est en train justement de mettre en œuvre un plan ambitieux d'équipement de plusieurs de ses ports, de façon à accueillir les gros navires méthaniers, l'idée étant de réduire la surdépendance au gaz en provenance de Russie. Enfin, tactiquement, le moment de la visite de M. Juncker était bien choisi, M. Trump étant en interne assailli de toutes parts, à la suite notamment de son calamiteux sommet avec Vladimir Poutine à Helsinki. Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Ajoutons que la France demande ce matin des clarifications sur le contenu de cet accord commercial. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, rejette la possibilité de négocier un accord commercial global entre l'Union européenne et les États-Unis. Il prévient aussi que l'agriculture doit rester en dehors du champ de discussion. Des propos qui peuvent donner lieu à des divergences de vues avec l'Allemagne notamment, et Berlin juge justement pour sa part constructif en revanche le résultat de cette rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker. Lionel Fontanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à la Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. Merci d'être en direct avec nous dans ce journal. Cet accord entre les États-Unis et l'Europe marque-t-il, selon vous, un virage significatif dans les relations commerciales entre les deux continents ? Et écoutez, vous venez de le rappeler. Tout d'abord, il faut être extrêmement prudent puisqu'un revirement est toujours possible. Donald Trump en a donné de multiples exemples. Et si on laisse cet élément de côté, on entre effectivement dans une ère tout à fait nouvelle et qui est liée en fait à essentiellement ce système de représailles européennes, ce système de représailles chinoises, il y a également des représailles mexicaines qui commencent à mordre d'une certaine façon. Il y a 2 jours, le gouvernement américain a annoncé une aide aux agriculteurs du Midwest qui sont très touchés par les mesures sur le soja qui ont été prises par la Chine. Harley-Davidson a annoncé délocaliser, Harley-Davidson a annoncé de mauvais résultats, Whirlpool également. Donc en interne aux États-Unis, on sent que les représailles commencent à mordre. Mais ce n'est qu'un seul des éléments. Je crois que surtout, il y a, du point de vue des États-Unis, la compréhension que tout seul face à la Chine, en matière commerciale, ils ne vont pas y arriver. Donc ils ont besoin d'alliés sur l'ensemble des sujets, y compris la propriété intellectuelle, qui sont des sujets importants. Et ils sont prêts à saisir aujourd'hui la main tendue par l'Union européenne. Donc, selon vous, Lionel Fontanier, est-ce qu'on peut dire que les cartes, vraiment, en ce moment, du commerce mondial sont en train d'être sérieusement rebattues avec 2 axes qui se profileraient, mais bon, les points de suspension et le conditionnel s'imposent, avec un axe américano-européen d'un côté, peut-être, et de l'autre, la Chine et ses alliés qui sont justement, en ce moment, réunis à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Oui, alors je crois qu'il ne faut pas non plus donc surinterpréter les mouvements qui ont lieu par rapport à la Chine. L'Europe reste dans une position ferme et ouverte aussi par rapport à la Chine, et c'est ça un